de cette édition Reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche à l'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou à l'occasion d'un culte d'action de grâce. Et puis après les attaques à Jérusalem-Est, Israël durcit le ton contre les familles de terroristes. Euronews. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce rendez-vous de l'actualité. Ouvrons ce journal par l'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou dans la région des Grands Ponts. Un culte d'action de grâce s'y est déroulé ce dimanche, nous dit Bié Junior. L'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou, ville située dans la région des Grands Ponts, pour ce jour spécial a organisé un culte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Moment au cours duquel les fidèles de l'église La Bonne Semence de Dabou n'ont pas manqué d'exprimer leur joie en sortant des pas de danse. C'est sur une prédication pleine de vie que l'apôtre Nyan Onésime a exhorté le peuple de Dieu sur l'importance d'une action de grâce. Selon la Bible, non seulement Goney craignait Dieu, mais faisait beaucoup d'offrandes et d'actions de grâce. Quand c'était pense, on parle d'action de grâce, on parle de quelque chose de bizarre. La Bible dit, un homme appelé Corneille et craignait Dieu, faisait beaucoup de monde. Au monde, c'est offrande, c'est sacrifice. La Bible dit non seulement l'homme craignait Dieu. Il y a des gens qui disent quand ils vont se lever ce matin, je dis je donne 500 000 francs. Les fauchés vont les attaquer. Dieu que nous servons est plus grand que tout. Il dit arrêtez d'avoir peur des sorciers. Craignez plutôt Dieu. C'est avec joie que les fidèles de l'église La Bonne Semence de Dabou ont apporté des dons en vivres et en non-vivres. Précisons que le peuple de Dieu a fait un grand geste en offrant des terrains à Bingerville et dans d'autres villes de l'intérieur du pays pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis que l'église a été fondée, surtout précisément, la cellule de Dabou, c'est la première fois qu'on ait une telle action. Mais nous pensons que ça a dépassé les attentes. Donc c'est un sentiment de joie. Dieu ne descend pas pour bénir quelqu'un. Dieu ne bénit pas quelqu'un parce qu'il a un beau visage. C'est un homme qui bénit. Quand tu fais du bien à ton père te bénit. Et Dieu approuve. Grande fut leur joie d'avoir pris part à ce culte d'action de grâce qui n'a laissé personne en marge. Mes sentiments ne peuvent être autres que ceux de joie. Mes sentiments sont les sentiments de gaieté, la jovialité. Je suis venu avec un fardeau. Pendant le culte, je ressentais une présence à travers moi. Une présence qui a bouleversé ma vie, une présence qui a changé quelque chose en moi. La joie intense, les mots me manquent pour exprimer cette joie immense qui m'anime. L'église évangélique internationale La Bonne Semence de Dabou, dirigée par l'apôtre Nyan Onésime, qui sur cette terre des hommes s'est donné pour objectif principal de gagner des âmes à Christ, et cela toujours accompagné par ses fils et filles dévoués à propager l'évangile dans tous les contrées de la terre. Autre chose à présent, d'où viennent les produits vivriers que l'on retrouve sur le marché de Siporex 3 dans la commune de Yopougon et comment se fait la commercialisation sur place. Autant de préoccupations au cœur de ce dossier que nous propose Jean Alui. Siporex 3, commune de Yopougon, la récolte est abondante sur ce marché de gros destiné aux vivriers. Des femmes vont s'en approvisionner à des centaines de kilomètres d'ici pour les convoyer sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. On va acheter sans bourse, on prend l'électricité là pour faire sortir. Maintenant, arrivé au corridor, on charge dans les remorques pour envoyer ça à Abidjan. Le premier casse-tête de ces braves femmes est la location de camions, sans oublier les frais de voyage. Je charge à 5 francs. 5 francs précisément pour ce véhicule-là. Je prends là-bas à 200, 410 000. Souvent 350 000. Et puis on fait les frais de route. Il y a 2 péages sur la route. 3 péages même sur la route. Et ils sont à 10 000, sans compter les motaristes qui sont en bordure de route là.
Donc, avant qu'on arrive ici, là, les frais même peuvent nous coûter 60, 70 000 pour les frais jusqu'ici, y compris sans compter le transport. Quelle que soit la couleur du temps, les commerçants attendent ces véhicules qui viennent par dizaines chaque semaine en provenance de plusieurs localités du pays. Ces vivriers viennent dans les diverses régions. La région de Bois-Flé, Saint-Fra, Djekoué, Danané, Bois-Flé, Zenoula, Gagnoua, Divo, va voir un peu la région de l'Ouest en fait. Les déchargeurs prennent alors le relais. Marché Supporès 3, nous sommes là pour décharger bananes, les grossistes, on les aide pour vendre. Voilà, quand ça quitte en brousse, on plate pour eux. C'est alors que les grossistes récupèrent leurs commandes. La clientèle est déjà connue. Nous, on est ici, on a notre clients qui sont en brousse, qui nous envoient. Quand on vient, nous, on a d'autres clients ici, on les donne. D'autres commerçantes font leurs affaires sur place. Puisqu'il n'y a pas de place dans d'autres marchés, donc c'est ici qu'il y a de la place, donc c'est ici. Malheureusement, certaines marchandises ne pourront pas être vendues et pour cause. Voici mes bagages. Tout est gâté. À cause des camions, la route n'est pas bonne. Donc, le camion a foncé et puis ça a dormi. Ça fait 2 jours sur la route. Pour le directeur général de cet espace, les difficultés inhérentes à cette chaîne de vivriers justifient la flambée des prix sur le marché. C'est une chaîne. Tout est lié de la production jusqu'à la commercialisation. Nous avons vraiment un parcours vraiment où tout connaît aujourd'hui une augmentation. Donc ça va qu'aujourd'hui, à notre niveau aussi, nous sommes obligés aussi de vendre souvent cher pour pouvoir vraiment recouvrir nos dépenses. Cette surface de vente existe depuis 1998. Sa modernisation est l'actuel défi de ses gestionnaires. D'un marché à un autre, mais cette fois celui de Kounfao dans le Gontougo, un marché toujours bien approvisionné, nous dit Anissé Kouadio, à la grande satisfaction de nombreux ménages. Les ressources financières se font de plus en plus rares. Difficulté à tous les niveaux, le panier de la ménagère est devenu le sachet de la ménagère. Ainsi donc, il est difficile pour certaines familles d'avoir les 3 repas de la journée, car les prix des denrées alimentaires flambent sur l'ensemble des différents marchés. Le marché de Kounfao ne désemplit pas de produits. Lorsque vous arrivez, vous trouverez un peu de tout. Igname, manioc, des légumes et condiments pour la sauce, des produits de qualité, ainsi que de la banane en grande quantité. Ici, là, les gens produisent beaucoup de bananes. Donc, les gens qui dans d'autres villes, comme Bondoukou, Tanda, toute la Côte d'Ivoire, pour venir s'approvisionner. Ici, quitter avec mes bananes à Kounabrosso, pour venir vendre. Aujourd'hui, ça joue des marchés de Kounfao. C'est ça ici, venir vendre mes bananes. Je peux vendre, ou des fois, il vient avec 10 régimes, des fois 40 même. Ça marche même, on paye. Les prix des denrées alimentaires sur le marché de Kounfao est assez flexible. Plusieurs personnes effectuent de longues distances de Bondoukou à Bengrou et du reste de la Côte d'Ivoire pour y faire leur provision de la semaine. Contrairement à Bondoukou, Kounfao est moins cher. Donc nous sommes obligés par moment de venir faire toutes nos provisions ici, voire pour la semaine, pour le mois, etc. Le marché de Kounfao est moins cher que celui de Bondoukou. Nous sommes à la maison 5, une provision de 2000 francs, pratiquement plus de 2 semaines avec. Cependant, à Bondoukou, pour 2000 francs, c'est juste pour un seul jour souvent. Kounfao demeure la plus grande zone productrice de bananes de l'est de la Côte d'Ivoire. Les prix des bananes sont assez accessibles et abordables. Des commerçantes effectuent de longues distances afin de venir s'approvisionner sur le marché de Kounfao et ainsi à leur revendre cela dans leurs localités respectives. Je viens acheter mes bananes, mes graines, aubergines, avocats pour aller revendre. Je suis commerçante. Quand tu viens faire ton marché à Kounfao, tu vas revendre, tu gagnes un peu dessus. Vu qu'il y a plusieurs commerçantes qui viennent prendre la banane afin d'aller les revendre dans leur localité, les productrices de bananes de Kounfao ont commencé à augmenter le prix du régime de bananes, ce qui n'est donc pas fait pour arranger certaines commerçantes qui crient leur ras-le-bol. Tout est cher, le marché là est gâté, ils ont augmenté, on ne peut plus payer marchandises. Avant on payait à 1000 francs, 3 régimes à 1000 francs. Je m'avais revend à Bondoukou, si je paye 3 à 1000 francs, je m'avais fait 4 à 2000. Mais cette année, 3 à 2000, donc c'est trop cher. Des fois, on peut placer ça à 5 à 5000. Kounfao là, c'est trop dur. Maintenant là, on ne peut pas faire achat. Maintenant là, ici, il est trop cher. Tous les trucs là sont devenus chers. Tu ne peux pas payer. Demandez chef de à terre là. Il n'a qu'à parler avec les gens. Ils vont diminuer les trucs là. Bon, je charge camion, mais maintenant, il ne peut pas. Les mercredis, vendredis et dimanches, le marché de Kounfao ne désemplit pas. Chacun y trouve pour son compte. Et plusieurs personnes viennent faire leurs provisions pour alimenter leur semaine. Car à Kounfao, tous les différents produits s'y trouvent pour le bonheur des consommateurs.
Information maintenant, elles sont 14 jeunes filles du village de Feki dans le département de Téini au nord-est de la Côte d'Ivoire qui viennent d'achever 18 mois de cours d'alphabétisation grâce à 2 ONG dont les flamboyants. Anissé Kouadio signe ce reportage. Nous sommes à Feki, localité située dans le département de Téini, région du Bunkani. Elles sont plusieurs jeunes filles qui sont sorties du cursus scolaire par faute de moyens ou alors n'ayant plus la tête à s'asseoir sur les bancs de l'école. L'ONG Les Flamboyants a initié le projet Alpha Couture afin de permettre à celles-ci d'apprendre un métier. Et nous avons trouvé nécessaire de récupérer ces filles-là en leur donnant la possibilité de pouvoir vraiment espérer à un lendemain meilleur. Et nous pensons que dans la politique de la réinsertion de ces jeunes-là dans le tissu social, c'est une manière pour nous, en tant que société civile, d'aider l'État, d'accompagner l'État dans la réinsertion de ces jeunes filles. Elles ont été suivies de près par 7 enseignants, hommes et femmes, qui leur ont livré les secrets du découpage, de la coupe et de la couture. On a essayé de les apprendre comment il faut prendre des mesures d'abord, comment il faut coudre droit, comment il faut pédaler, comment il faut découper. Actuellement, les filles, elles ont un niveau qui peut découper les modèles. Après 18 mois de formation, elles sont 14 jeunes filles qui ont été présentées aux autorités, aux personnalités et à l'ensemble des populations du village de Feki. Elles reçoivent leur attestation de fin de formation qui font d'elles des couturières officielles qui vont intégrer le monde de l'emploi. Grâce à cette formation, aujourd'hui, j'ai un métier qui va me permettre de faire face à mes besoins. Merci à l'ONG des Flamboyants et à Sol Info. Durant ces 18 mois, j'ai appris beaucoup de choses qui vont m'aider aujourd'hui. J'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, je sais que cette formation va m'aider à m'épanouir et à faire le travail que j'aime, qui est la couture. Ce projet Alpha Couture a bénéficié du soutien important de l'ONG française Sol Info. Son président, M. Edouard Lagourgue, est venu spécialement de France pour cette activité qui est d'une extrême importance aux yeux de l'organisation qu'il dirige. Les jeunes filles jeunes qui sont sans formation et peu alphabétisées sont une cible importante qu'il faut aider, qu'il faut épauler, de façon à réduire la précarité. Quand vous sauvez une jeune fille, vous sauvez une famille en fait, parce que demain ce sera une famille. Cette joie de ces jeunes filles est partagée par leurs parents, dont le chef exprime la gratitude du village de Feki. Ce projet, si vraiment on peut reprendre, ce serait vraiment idéal. Nos 14 filles ont été formées. Au début, elles ne pouvaient pas lire ni écrire. Aujourd'hui, elle arrive à s'exprimer et puis elle arrive aussi à faire la couture. C'est un métier, vraiment c'est bénéfique pour le village. Le sous-préfet de Téini a salué ce projet Alpha Couture qui vient ici sortir les jeunes filles de Feki et de Téini de l'oisiveté. La jeune fille sans formation est livrée à elle-même. Lorsqu'il y a des initiatives dans ce genre, les volontés qui veulent nous accompagner au niveau de l'État, eh bien nous pouvons que dire merci à ces personnes-là et surtout à ces ONG-là. L'ONG Les Flamboyants et la structure Sol Info sont certains qu'avec ce diplôme en poche, ces jeunes filles peuvent entrevoir l'avenir sereinement, car elles ont désormais un métier. Santé maintenant, on compte 200 000 nouveaux cas de lèpre dépistés chaque année. En Afrique, 38 pays restent concernés. Reportage à Duquesne-Crémone, un village de Côte d'Ivoire devenu refuge pour les lépreux. Avec son marché et ses maisons en tôle, à première vue, le village de Duquesne-Crémone ressemble à tous les autres. C'est en s'attardant que l'on remarque ses habitants aux membres atrophiés et à la peau marquée. Atteint de la lèpre, Camille Kouassi est le chef de ce village, refuge pour lépreux. Et quand nous sommes à Duquesne-Crémone, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'on a trouvé, n'est-ce pas, un nouveau village, mais qui est un village où on a envie de vivre parce qu'on s'entraide, on s'entend, on vit, on va dire, la même chose. Créé en 1960 par un prêtre français et les habitants de la ville italienne de Crémone, ce village de 2800 âmes, situé à une centaine de kilomètres de la capitale, Abidjan, accueille les malades de la lèpre et leurs familles. Des personnes rejetées, considérées comme maudites, à l'image de la mère de Mathieu, Okama Agoa. Après son décès, j'ai été marqué par le fait. La maison dans laquelle elle a séjourné avant sa mort a été cassée. La toiture brûlée, jetée à l'eau. Et ils l'ont même enterrée en bordure de la Comoué, sous hypothèse qu'elle n'avait pas droit au cimetière commun. Aux abords du village, l'Institut français Raoul Follereau prend en charge plus de 150 patients dans ces bâtisses regroupées sur 42 hectares.
En 2022, au moins 514 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. 10% sont des enfants, alors l'établissement mise sur la prévention. Lorsque le malade n'est pas détecté tôt, il fait des complications. Et les complications s'installent dans un mode chronique. Pour le moment, il n'existe aucune méthode de dépistage du microbe de la lèpre qui se transmet par contact prolongé. Il faut donc être attentif aux premiers signes comme la perte de sensibilité et l'apparition de taches cutanées. En procédant ainsi, le ministère ivoirien de la Santé espère atteindre l'objectif zéro lèpre d'ici 2030. Hors de nos frontières, après la faible participation aux élections législatives, l'opposition tunisienne appelle à un front uni contre le président Kaïs Saïed. Un peu plus de 11% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche 29 janvier afin d'élire leurs députés pour un parlement dépourvu de réel. Après la faible participation aux élections législatives, l'opposition tunisienne appelle à un front uni contre le président Kaïs Saïed. Un peu plus de 11% des électeurs se sont rendus aux urnes dimanche afin d'élire leurs députés pour un parlement dépourvu de réel pouvoir, conformément à la nouvelle constitution portée par le gouvernement. J'appelle les groupes politiques et la société civile à relever ce nouveau défi. Unissons-nous pour œuvrer au changement sous la forme du départ de Kaïs Saïed. Près de 90% ou plutôt 89% des électeurs tunisiens ont ignoré cette pièce de théâtre et ont refusé de participer à ce scénario d'un coup d'État qui ne les représente pas du tout. Le premier tour de ces élections en décembre dernier n'avait pas davantage rameuté la foule. Certains analystes politiques expliquent ce désintérêt par la mainmise de Kaïs Saïed sur tous les pouvoirs du pays. Le Front du Salut National, qui comprend le parti d'inspiration islamiste Ennahda, a affirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le nouveau Parlement et a appelé à une élection présidentielle anticipée. Le premier centre de contrôle de satellites angolais a été inauguré vendredi par le président João Lourenço à Luanda. Le centre national de mission et de contrôle des satellites dans la municipalité de Kaswako à Luanda a été inauguré vendredi par le président João Lourenço. Le premier centre de contrôle des satellites angolais a été inauguré vendredi par le président João Lourenço à Luanda. Cette nouvelle infrastructure, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie spatiale nationale, doit assurer le fonctionnement du satellite ANGOSAT 2, mis en orbite il y a 2 mois. Le lancement de ce satellite et sa mise en service sera très bénéfique pour l'Angola. Nous pourrons améliorer nos télécommunications et notre communication sociale. Et également bénéficier pleinement de cette infrastructure optimale. Le centre de contrôle aura sans aucun doute des retombées économiques, a assuré le président Lourenço, en insistant également sur son impact numérique au niveau régional. Évidemment, il y aura d'autres investissements pour que nos télécommunications contribuent au développement du pays et de notre économie. Et pas uniquement la nôtre. Nous investissons également dans la fibre optique et la transmission par câble afin de connecter l'Angola aux pays voisins, plus précisément la République démocratique du Congo. Après le lancement du satellite ANGOSAT 2 en octobre dernier, s'en est suivi en janvier un décret présidentiel autorisant son exploration commerciale. Selon l'arrêté, 40% des revenus iront au Trésor public, 50% à l'Office national de gestion du programme spatial. Quant aux 10% restants, ils seront versés au Fonds de soutien social des travailleurs en communication.
Terminons, l'exécutif israélien a annoncé dans la nuit de ce samedi à dimanche des mesures à l'encontre des familles de terroristes après 2 attentats à Jérusalem-Est, dont l'un a fait 7 morts. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait promis ce samedi soir une réponse forte et solide à ces attaques menées par 2 Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la ville sainte occupée et annexée par Israël. Sur ces images de vidéosurveillance, cachées derrière une voiture, un jeune Palestinien charge son pistolet, puis ouvre le feu sur une famille juive, avant d'être lui aussi touché par un garde armé. Cette attaque s'est produite samedi matin dans le quartier palestinien de Siwan. Un père et son fils ont été blessés. Le tireur âgé de 13 ans a été arrêté et hospitalisé. Des faits qui surviennent au lendemain de l'attaque qui a fait 7 morts devant une synagogue de Niv Yaakov, un quartier de Jérusalem-Est occupé par des colons israéliens. Une attaque commise au début du Shabbat par un jeune Palestinien, abattu ensuite par les forces de l'ordre. Oui, je peux vous dire que le terroriste était un Palestinien de 21 ans, originaire de Jérusalem-Est. Ces attaques surviennent après un raid mené par l'armée israélienne jeudi à Jénine en Cisjordanie. 9 Palestiniens sont morts. Mais le Premier ministre israélien ne veut pas en rester là. Sur le plan civil, Benjamin Netanyahou veut priver les familles de terroristes d'une partie de leurs droits. Et sur le plan militaire, il promet une réponse ferme. Notre réponse sera forte, rapide et précise. Quel que soit ceux qui essaient de nous nuire, nous leur nuirons aussi et ceux qui les aident avec. Nous avons déjà procédé à une série d'arrestations parmi ceux qui soutiennent, appuient et incitent au terrorisme. Nous déployons nos forces armées, nous renforçons nos unités dans plusieurs secteurs et nous démolirons les maisons des terroristes afin de faire payer encore davantage ceux qui soutiennent le terrorisme. Une réponse que certains Israéliens redoutent. Depuis quelques semaines, Benjamin Netanyahou fait face à la défiance d'une partie de sa population. La réforme de la justice voulue par son nouveau gouvernement très à droite suscite des inquiétudes. Samedi soir encore, des Israéliens manifestaient à Tel Aviv, tout en se recueillant pour rendre hommage aux victimes. Nous sommes là pour sauvegarder la démocratie israélienne afin de protéger les citoyens israéliens et palestiniens pour qu'il y ait moins d'attaques terroristes comme cela. Cette escalade de tensions israélo-palestiniennes alerte la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu lundi et mardi à Jérusalem puis à Ramallah pour tenter d'apaiser la situation. Vous l'aurez deviné, ainsi s'achève cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction réalisée par Armel Atsin, assisté de Paul Coré-Coré. Merci de votre fidélité, que Dieu vous bénisse. À bientôt avec toujours autant de plaisir.